Donc on attaque la partie sur les tests d'hypothèse nulle. C'est une très grande partie de l'année qui regroupe plusieurs chapitres à la fac. Là on va faire une petite introduction dans cette vidéo. Et alors à quoi ça sert un test d'hypothèse nulle? C'est quand on a une situation dans laquelle il y a le hasard qui joue et qu'on doit quand même prendre une décision malgré le fait qu'il y a forcément le hasard qui joue. Et le but, c'est de donner une méthode, un test, une méthode qui va nous permettre de prendre la décision la moins mauvaise possible, sachant qu'il y a quand même un petit risque de se tromper. Et donc on va voir ça tout de suite avec un exemple. Alors je vous lis, on souhaite savoir si une pathologie pancréatique donnée M est susceptible de provoquer une hyperglycémie à jeun. Alors la valeur maximale de référence de la glycémie, c'est μR égale 1,10 g par litre. Donc ça, on vous dit entre parenthèses que ça veut dire qu'on considère qu'un patient est en hyperglycémie si sa glycémie est supérieure à μR égale 1,10 g par litre. Donc ça, c'est une valeur donnée par les diabétologues, connue des médecins. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si... Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des médecins qui traitent des gens qui ont cette maladie M, là, la maladie pancréatique, et ils ont l'impression, mais en fait, que la glycémie de leurs patients elle est un peu plus élevée que la glycémie normale, que ça provoque une hyperglycémie à jeun. Mais ils en sont pas sûrs encore. Ils ont vu ça un peu à vue de nez, comme ça, et ils ont vu qu'il y avait plusieurs patients qui avaient une glycémie élevée, ils se disent c'est peut-être dû à cette maladie. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un petit essai clinique, donc c'est ce qu'on nous dit ici, on réalise une étude sur 55 patients atteints de la maladie. Alors, entre parenthèses, on nous dit on suppose que la glycémie suit une loi normale, je reviendrai là-dessus, pour l'instant on s'en occupe pas trop. Et on mesure la glycémie de chacun des patients, chacun des 55 patients, là, et on obtient une moyenne de glycémie observée égale à 1,21, et puis, évidemment, on a aussi calculé une variance qui vaut 0,23. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la moyenne observée, 1,21, elle est supérieure à la moyenne μR. Bon, alors on pourrait conclure directement que voilà, c'est bon, la maladie M, effectivement, elle augmente la glycémie, mais on sait que c'est un peu aléatoire, notre truc, parce qu'on a pris 55 patients, on en aurait pris d'autres, on aurait obtenu une autre moyenne, une autre variance, donc on aimerait consolider un peu notre certitude. Et donc voilà, la question c'est ça. Tenant compte de l'aléa de l'échantillon sélectionné, comment savoir si dans cette pathologie, la moyenne de la glycémie μM est supérieure à la moyenne de référence μR? Alors là, cette histoire de μM, et c'est quoi μM? Eh bien c'est une histoire, si vous voulez, M, je reprends. μM, c'est dans la population totale, c'est la moyenne dans la population totale. Quand je parle de la population, c'est la population de tous les gens atteints de la maladie M. Donc, si on prenait tous les gens atteints de la maladie M et qu'on pouvait calculer leur glycémie, on pourrait faire la moyenne de toutes ces glycémies, et ce serait mu indice M. Nous, on ne connaîtra jamais ça, puisqu'on ne peut pas faire ça chez tous les patients. Donc, on a fait ça seulement chez 55 patients, et nous, tout ce qu'on a, c'est la moyenne observée, là, de 1,21, qui est la moyenne de l'échantillon. Ça, c'est la moyenne de la population normale. Et donc, savoir si la maladie provoque une hyperglycémie à jeun ou pas, ça revient à dire que la moyenne de la population des malades, de la glycémie, serait supérieure à la moyenne de référence μR. Voilà. Donc, pour ça, on va faire ce qu'on appelle un test d'hypothèse nulle. Donc là, il y a toute une méthode à dérouler, donc on va faire ça tout de suite. Alors la première chose à faire, c'est d'écrire deux hypothèses. L'hypothèse nulle, qui est notée H0, et puis une hypothèse qu'on va dire alternative, qui est notée H1. Il y aura toujours ces deux hypothèses dans les tests d'hypothèse nulle. Alors H0, ça va toujours être celle où en fait les deux valeurs qu'on compare, parce que ce sera toujours pour faire ça, les tests d'hypothèse sera toujours pour comparer deux valeurs. Ici on va comparer μM et μR, en fait, on veut savoir s'ils diffèrent ou s'ils sont pareils. Ce sera toujours ça, alors ça pourrait être des moyennes, des variances, des proportions. Là on a des moyennes. Et la question c'est, est-ce que la moyenne diffère? Et donc l'hypothèse nulle va toujours nous dire, eh bien non,
on va dire que les moyennes ne diffèrent pas, en fait. Mu-R égale mu-M. Ça, ce sera l'hypothèse nulle. Et puis, l'hypothèse alternative, ce sera de dire qu'elle diffère. Mu-R est différent de mu-M. Et donc, tout notre test va avoir pour but de différencier, de savoir dans lequel de ces deux cas on est. Est-ce qu'on conclut H0 ou est-ce qu'on conclut H1? Est-ce qu'on conclut que mu-R et mu-M sont égaux ou est-ce qu'on conclut que mu-R et mu-M sont différents? Et donc, évidemment, les médecins, s'ils mettent en place ce test, comme je vous le disais au début, c'est qu'ils ont l'intuition que en fait ça va être différent, donc ce qu'ils aimeraient prouver, eux, c'est H1. Mais bon, on va faire le test et on va voir si on tombe sur H1 ou pas. Alors, deuxième chose à faire, on définit le risque alpha. Alors, c'est quoi ça? Bon, alors, on sait qu'il y a de toute façon toujours du hasard qui joue. Hein. On a juste un échantillon de 55 patients, on connaîtra jamais la moyenne, la vraie moyenne mu-m, donc il va y avoir un risque. Mais on va pouvoir choisir ce risque. Alors là, dans l'exemple, je vais prendre un risque alpha à 5%. C'est très souvent que le risque alpha vaut 5%, mais ça peut être autre chose. Donc ça veut dire qu'à la fin, on va affirmer quelque chose, on va affirmer que soit on retient H1, soit on retient H0, mais on dira on a quand même 5% de chance de se tromper. Voilà, en gros, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, on verra ça plus tard, mais là en gros on va dire que c'est ça. Alors, une façon de faire qu'on a déjà vue en fait, plus ou moins, mais que c'est pas ça qu'on va faire là, mais que je vais vous rappeler quand même parce qu'il y a de fortes analogies, ce serait de calculer un intervalle de confiance de notre moyenne observée, là, 1,21, et de voir si mu-r est dans l'intervalle de confiance ou pas. Donc je vous rappelle que quand on a des moyennes, pour calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne, avec un nombre de patients supérieur à 30, hein, ici n vaut 55, n égale 55 c'est supérieur à 30, on a une formule pour l'intervalle de confiance qui est m plus ou moins s sur racine de n. Et donc là, l'idée de faire quelque chose avec cet intervalle de confiance, c'est pas ça qu'on va faire, mais je vous le dis quand même, ce serait de dire, bon bah, nous, si on place nos valeurs sur une droite, on a mu-r qui vaut une certaine valeur, 1,10, hein, 1,10, et puis on a notre moyenne observée, m observée, qui vaut 1,21. Et donc, deux possibilités. On calcule notre intervalle de confiance. Première possibilité, notre intervalle de confiance, il est comme ça. Il est centré autour de m observé, hein, et il est comme ça. Donc ça veut dire que si on a calculé l'intervalle de confiance avec un risque de 5%, ça veut dire que c'est un intervalle de confiance à 95%, donc ça veut dire, en gros, qu'il y a 95% de chances que la vraie moyenne mu-m se trouve dans cet intervalle. Et donc, comme même, on va dire, à 95% de chance près, même au pire, elle est là, donc elle est quand même supérieure à mu-r, et donc on conclurait que c'est H1 qui est vrai, que mu-m est supérieur à mu-r. Et deuxième cas de figure possible, on calcule cet intervalle de confiance, et notre intervalle de confiance, il est plus grand, comme ça, il est toujours centré autour de m observé, mais il est plus grand, et il englobe le mu-r. Et donc, là on dirait, bon, on a 95% de chance que notre moyenne vraie mu-m, elle soit dans cet intervalle. Cet intervalle, il englobe mu-r, donc on ne conclut pas H1, on reste avec H0. Alors là, je fais tout de suite une petite parenthèse. Vous voyez que là, je vous ai dit, on reste avec H0. En fait, on va pas conclure que mu-r égale mu-m, ce serait un peu abusif de dire ça. On va juste dire que H1 n'est pas vrai, quoi. On n'a pas réussi à conclure H1. Donc on rejette H1 temporairement et on reste avec notre hypothèse de base, l'hypothèse nulle, qui est qu'elles sont égales, ces deux moyennes, qu'elles sont égales, mais c'est provisoire. C'est-à-dire, on n'a pas encore prouvé H1, on reste avec H0, mais peut-être, en fait, c'est jusqu'à preuve du contraire. Alors que si on concluait H1, si on était dans le cas où on a l'intervalle de confiance vert, là, on dirait « Ah ben voilà, allez hop, on a conclu H1, et là on revient pas dessus ». Donc il y a une certaine asymétrie entre ces deux décisions.
on ne conclut pas H0, on reste avec. Voilà. Très bien, alors ça c'est pas ce qu'on va faire, ça c'est ce qu'on aurait pu faire dans le chapitre qu'on a vu en maths 3, et nous maintenant ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle un test. Alors pour faire un test, il y a tout un tas de tests possibles qui existent, je vous montre juste ce tableau là que vous allez avoir, c'est tous les tests paramétriques possibles, on le verra plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc, il y a plein de tests selon qu'on compare une moyenne à une référence, ou bien si on compare une variance à une référence, ou si on compare deux variances, à chaque fois il y a un autre test à faire. Donc là, nous, on est en train de comparer une moyenne, la moyenne mu-m, ou bien la moyenne m observée, à la référence mu-r. Hein, donc on va faire ce qu'on appelle un test Z, et puis là vous avez tout le truc du test Z. Alors, je vais vous détailler celui-là, et puis dans les autres vidéos, on verra un peu les autres tests. Mais là, pour l'instant, pour l'exemple là, c'est un test de comparaison d'une moyenne à une référence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va toujours calculer un paramètre quand on fait un test. Donc là, notre paramètre, il va s'appeler Z, et il va y avoir une formule qui sera à connaître, qui est m observé moins mu-r sur racine carrée de s carré sur n. Donc on va calculer la manière de ça, donc on a toutes les valeurs, hein, m observé, 1,21, mu-r, on connaît toutes les valeurs, là on va pouvoir le calculer. Et ensuite, on le compare, on compare le z qu'on vient de calculer à une valeur qu'on va trouver dans les tables. Alors là, pour les comparaisons de moyenne, ça va être la valeur z alpha trouvée dans la table 1. C'est le même z alpha que celui de l'intervalle de confiance, que j'ai oublié ici. Excusez-moi, là il y avait un z alpha dans la formule. Et en fait, on va regarder, alors là ce qu'on va regarder c'est est-ce que le z qu'on obtient en valeur absolue, est-ce qu'il est supérieur à z alpha, ou supérieur ou égal, ou est-ce qu'il est inférieur à z alpha? Non, c'est là qu'il y a l'inférieur ou égal, et c'est là qu'il y a le strictement supérieur. Alors, s'il est supérieur à z alpha, en fait, ça revient au même que de dire que on est dans l'intervalle de confiance vert tracé là. Ça revient au même de dire, vous voyez que quand on calcule z, en fait, on fait la différence de m observé moins mu-r, donc, et qu'on divise après. Donc ça veut dire que m observé est loin de mu-r, en fait. Hein, si on est supérieur à z alpha, la valeur de z est grande, donc m observé est suffisamment loin de mu-r pour qu'on conclue que c'est h1 qui l'emporte. On conclut h1, on conclut que la moyenne observée est suffisamment loin de la moyenne de référence pour dire, avec un risque de 5%, que cette maladie M augmente la glycémie. Par contre, si on a Z qui est calculé par ce test qui est inférieur à Z alpha, là on va dire les deux valeurs sont trop proches, et donc on ne va pas conclure H1, on reste avec H0, donc là on va dire, comment est-ce que j'avais dit, on accepte H0 provisoirement, voilà. On accepte que c'est H0. Donc ça ne veut pas dire qu'on conclut que mu-r est forcément égal à mu-m, je vous rappelle, ça veut juste dire qu'on n'a pas pu conclure que mu-r était différent de mu-m. Alors on va faire ça, donc on va calculer notre z. Z ici, donc m observé c'est 1,21. Et on trouve un z observé de 1,70. Ah oui, alors, z alpha, il faut connaître sa valeur. Donc on a pris un risque alpha à 5%, on va lire dans la table 1, donc hein, c'est toujours le même, 5%, il est là, c'est 1,96, là, notre z alpha. Donc là, c'est plus petit que 1,96, et donc, on conclut H0, on va dire, les moyennes sont pas suffisamment éloignées l'une de l'autre, pour pouvoir dire que cette maladie M est susceptible de provoquer une hyperglycémie. Voilà pour cette introduction. Alors il y a encore un truc que je dois vous dire, c'est la notion de test bilatéral et de test unilatéral.
Donc dans l'exemple qu'on a fait là, en fait, on a fait un test bilatéral. Dans un test bilatéral, l'hypothèse nulle, c'était que mu_r était égal à mu_m, et l'hypothèse alternative, c'était que mu_r était différent de mu_m. Mais en fait, on voit dans notre exemple que la valeur qu'on a observée, m observée, elle est supérieure à mu_r. Hein, on a 1,21 alors que mu_r vaut 1,10. Donc on se doute qu'en fait, dans le deuxième cas, là, si mu_r est différent de mu_m, ce qui va se passer, c'est que mu_m va être plus grand en fait que mu_r, ou bien que mu_r va être plus petit que mu_m. Donc on va avoir une nouvelle hypothèse alternative dans le test unilatéral qui est que mu_r est plus petit que mu_m, ou que mu_m est plus grand que mu_r. Et h0, ça va toujours être la même. h0, ça va toujours être que mu_r est égal à mu_m. Et alors ça va avoir une conséquence, non pas sur le calcul, dans les deux cas on va toujours calculer le même z, mais, alors regardez, c'est là que le fait que on suppose que la glycémie suit une loi normale va entrer en compte, parce que si on suppose qu'elle suit une loi normale, ça veut dire qu'il y a une courbe en cloche. Alors, je fais la courbe en cloche. Centrée autour de la moyenne. Donc là, la moyenne dans la population des malades, c'est mu_m. Et en fait, si on fait le test en bilatéral, ce qui se passe, c'est qu'on dit, ok, on va observer la moyenne qu'on a eue avec notre échantillon, et on va regarder si elle est loin de mu_m ou pas. Parce que si on fait l'hypothèse nulle, mu_m, sous l'hypothèse nulle, mu_m égale mu_r. Donc on peut dire, sous l'hypothèse nulle, mu_m égale mu_r. Or, nous, on a observé un certain m observé qui est supérieur à mu_r, qui est par là, et la question c'est de savoir, est-ce qu'il va être dans une certaine zone de rejet, c'est cette zone-là qu'on va dire zone de rejet, la zone en vert, mais c'est-à-dire est-ce qu'il est loin de mu_r, notre m observé. Et là, cette zone de rejet, ici, c'est Z-alpha qu'on a. Z-alpha et moins Z-alpha. Et comme on a pris un risque égal à 5%, ce risque, en bilatéral, il est réparti des deux côtés. Ici, on a 2,5%, et ici, on a 2,5% aussi. Alors qu'en unilatéral, on regarde juste si mu_m n'est pas plus grand que mu_r. Donc la valeur observée, on sait qu'elle est là, mais là, on va mettre tout notre risque alpha de 5% ici. On va mettre tous les 5% ici, et donc 5%. Et donc on va obtenir un truc, une zone plus grande. Une zone plus grande, là. Et là, la valeur qui est ici, ça va plus être Z-alpha, ça va être Z2-alpha. Hein, pour avoir une zone en fait 2 fois plus grande à droite, il faut qu'on prenne un alpha 2 fois plus grand. Je vous fais remarquer que Z2-alpha, il est bien plus petit dans les tables. Hein. Si on regarde, donc là, si notre alpha vaut 5%, ça ferait un Z de 10%, donc un Z de 0,10. Et donc si on regarde dans les tables, Z de 0,10, on le lit là, 0,10 et 0, il faut 1,64. Donc on se retrouve bien plus à gauche qu'avec 1,96. Voilà, là notre Z0,10, il vaut 1,64. Et donc si on fait le test en unilatéral, on calcule toujours le même Z, hein, avec la même formule, m observé moins mu_r, la même formule qu'on a fait là, qu'on avait là, et on obtient le même résultat, le même Z, 1,70. 1,70. Mais cette fois, on doit le comparer à Z2-alpha. Et là, on voit qu'il est supérieur à notre Z2-alpha, qui vaut 1,64. Donc si on fait le test en unilatéral, en fait, là, on conclut à H1. Donc, vous voyez que selon qu'on fasse le test en bilatéral ou en unilatéral, ça peut changer le résultat. Une fois en bilatéral, on écarte H1 pour rester avec H0, alors qu'en unilatéral, on conclut H1.
Donc vous, dans les énoncés, on vous dira si on fait le test en unilatéral ou en bilatéral, ou éventuellement on vous demandera est-ce qu'on peut faire le test en unilatéral ou en bilatéral, puis il faudra répondre ben, les deux sont possibles, et voilà. Donc voilà pour cette petite introduction.